Depuis qu'ils ont évacué l'île de Guadalcanal en janvier 1943, il y a 5 mois, les Japonais sont sur la défensive, même si sur mer, ils ont infligé de lourdes pertes aux Américains. Sur terre, ils ont également reculé en Nouvelle-Guinée et ne menacent plus l'Australie. Enfin, dans les airs, alors que par une sorte de présage tombe l'homme de Pearl Harbor, l'amiral Yamamoto, les Japonais perdent dans le nord certaines des îles aléoutiennes que, symboliquement, ils avaient occupées sur la terre d'Amérique. Pour commenter les actualités japonaises et américaines, nous sommes avec Ronald Spector, qui enseigne à Washington et à qui on doit un excellent livre sur la guerre du Pacifique. Et de prime abord, je lui demande tout de suite, quel est votre diagnostic sur la situation en juin 1943? Le mois de juin 1943 est en effet une période de transition au Pacifique qui marque la fin du long interrègne après Guadalcanal, lorsque les forces de Hoseley et du général MacArthur lancent leur campagne d'envergure appelée Cartwheel, qui a pour objet d'isoler, de couper la base japonaise à Rabaul. Sur le théâtre européen, les Alliés entament leurs préparatifs pour la campagne en Sicile et au Royaume-Uni. La 8e force aérienne américaine, avec ses gros bombardiers, se prépare à lancer sa campagne de bombardement conjointe contre l'Allemagne. Nous allons voir d'abord les actualités japonaises et vous les interromprez pour les commenter.5月19日、賢くも皇后陛下には血戦下15国民の生活、特に生産増強に邁進する戦う女性に対し、親しくご激励を賜うありがたきおぼしめしをもって、東京市第一陸軍造兵所その他数箇所に養鶏遊ばされました。陸軍造兵廠にならせられた皇后陛下には、省庁のご先導にて工場諸施設を順次ご視察遊ばされました。特に保育所では痛いけな幼児の姿にしばし御歩みをとどめさせられ、ご自愛深きご微笑をたまい、一同はこのお優しき御心にひとしお感激申し上げたのであります。ついで女性行員の手になる弾丸の前に立たせられ、これら女性の前線有志に劣らぬ努力をつぶさにご視察遊ばされました。まこと仰ぐも尊きお姿を各民草の職場でまで拝し立て祭り、我ら一億は恐怖感激、なお一層のご奉公をお誓い申し上げるのであります。山本五十六大将の英霊今ぞ生徒に帰りませり。時に昭和18年5月23日午後2時43分、西温賢き元帥等大勲位寄付家大事賞賛として清徳不滅の武勲を語るも今は悲し。元帥山本五十六大将の英霊今ぞ生徒に帰りませり。この否定との長期低くされて、今更に迫る切々の哀悼のうち、
報復必勝の誓いを新たにする軍民祝然として立ち並ぶ中を、英霊は一路懐かしの遂行者へ。虚勢ひとたび落ちて再び帰ることなし。されど山本元帥は生きてあり。誠元帥の忠魂は米英打ち手しやまん一億国民の胸深くよみがえりて、永遠に消ゆることなし。去る4月、上昇の武勲さんたる帝国海軍連合艦隊司令長官の身をもって、南海の果て最前線に完全陣頭指揮を取りつつ参下した山本元帥ありしの姿をここに忍ばん。Ronald Spector, Yamamoto a été le héros de Pearl Harbor. Et vous qui connaissez cette histoire dans le détail, pouvez-vous nous dire comment les Américains ont réussi à l'abattre? Yamamoto effectuait une visite d'inspection dans les îles Salomon, dans la partie sud de l'île de Bougainville. Les informations sur cette visite ont été envoyées par radio par les Japonais, utilisant un code obsolète que les Américains ont pu déchiffrer. Après cela, les Américains ont dû décider s'ils allaient soit l'intercepter et l'abattre, ou ne pas l'éliminer, ce qui aurait eu pour effet de dévoiler le secret du code. S'ils interceptaient Yamamoto, les Japonais en déduiraient que les Américains avaient déchiffré le code. Les Américains ont donc dû décider s'ils devaient l'abattre ou protéger le code. Ils ont décidé d'aller de l'avant et de lancer l'opération d'intercepter l'amiral Yamamoto. Ils ont réussi. Et il s'est avéré que les Japonais n'ont jamais conclu que les Américains déchiffraient leur code.昭和18年6月5日、元帥海軍大将小三味大勲一行一級山本五十六提督の英霊教祖永遠に冠静まる。限りなき憤りと敵撃滅の決意を込めて、一億国民深き哀悼のうちに漆黒の放射に移された霊柩は午前9時芝水行車を進発。軍楽隊のそうする命を捨てての調べも悲しく、延々たる壮烈はしずしずと日比谷の草上へ。轍のきしみ身にしみ流れて、ああ我ら腹からの腹渡をえぐる。
9時50分葬列はしずしずと草上総門にいる。賢くも草上には直視並びに皇后皇太后両陛下御使いのご左見を仰ぎ、武人の誉れこれに優るものなし。海軍大将塩沢支隊長思うもしく祭祀を舞うつ。一つところに踊りてただすにもうちフラッシュテンと誓い、いよいよ固くいよいよ高し。直視徳大寺侍従。伏見元帥宮殿下。喪主義政氏。10時50分、一億国民と共に祈る東條首相。思い起こす9年前のこの日6月5日、浜墓地に間静まりませる統合元帥の墓所に並んで、ああ我らの山本元帥、永遠にこの国守らせたまえ。吹雪に明け吹雪に暮れるアリューシャン。大東亜をめぐるすべての戦線、そのどの一つもが民主のもと皇軍将兵の優先奮闘によって戦われている。だがここ鎖国の最前線に不断の敵の脅威と風土に戦いを挑む腹からの真苦は、まことに例える言葉を知らぬと言わなければならない。けれども海のマスラオは皇軍将兵は敵を眼前になお余裕しゃくしゃく天をつく息もて戦っている。遥かなる北第一線に思いを馳せ、15国民一と祝将兵の健闘を祈る。極寒冷夏のアリューシャンに、炎熱薬がごとき南方戦線に、まだここ様子を遡る幾千キロ、防府戦線に黙々と戦う海の勇士たち。5月上旬、陸軍部隊に呼応して、我が海の精鋭は、揚子港岸石手付近において敵拠点を発見。大陸空一体となってこれに猛攻を浴びせれば、敵視力はあえなくも水泳去り、皇軍は直ちに排敵を追って猛進撃を続行する。
てすでに湖南戦線に多大の戦果を収めた皇軍はフォーク平原においても着々戦果を拡大。残敵掃討の日は目標に迫っています。重慶軍第24集団軍軍長砲兵軍上将は第5軍軍長孫伝英と相携えて5月6日部下7万を率い完全国民政府に合体を申し出ました。砲兵軍上将は和平陣営によるにあらざれば党は安定の道なしとこの挙に入れたものであります。砲兵軍上将が小政権下有数の人物であり、ことにその軍隊が北市における唯一の小直系軍であるだけに、蒋介石陣営に与えた影響は手出し甚大なものがあると言えましょう。今や太平洋の第一線にあっては比嘉両軍の間においてしのぎを削る激烈なる航空決戦が日ごとに繰り返されつつあるのであるが、ここに見逃しがたき事実が一つある。それは現在敵飛行機搭乗員の約 80% がアメリカ学生出身になること、これである。アメリカ学生どもはルーズベルトに駆り立てられ小尺にも矛を取って我が日本軍に向かってきたのである。言葉を変えてこれを表現するならば、アメリカ学生どもは今や日本学生諸君に向かって挑戦しに来たってのである。今こそ諸君学生たちの奮起すべき時が来たのである。鳥永役は諸君山本元帥の精神を受け継ぎ決然立って海の表しを志願し皇国国防のために尽力しられんことを熱望する次第である。学生よ、表しを志願せよ。元帥国葬のその日から生徒1万5000の学徒は山本魂を即日生かすべく一斉に決起。旧約海軍航空隊へ一日入隊。我らの職場は米英撃滅の戦場である。誓って山本元帥に続かん所長の陣頭指揮のもと
全国津々浦々の工場に全産業人総決起運動が強力に展開された。本日と山本元帥の国葬が行われるにあたりまして、特に当工場の従業員諸氏に一言します。山本元帥は自ら文字通り陣頭指揮を実行せられ、南太平洋の空において歓迎せられました。誠に惜しみてもあまりある遺憾なることであります。しかしながら諸君、山本元帥の栄光は永久に我々日本国民の精神のうちになお生きておるんである。我々はいかにして慶長の意を表すべきか、また何を元帥の礼に捧ぐべきか、敵国降伏の日まで増産の実を挙げることのほかに、元帥の礼に捧げまするものは我々は何も持たないのである。我々は諸君と共にこの大増産の鉄的の決意を礼に捧げました。そうして謹んで我々の慶長の意を表したいと思います。以上。我は大日本人民なり。我らは天業抑散のために生まれ。我らは天業抑散のために働き。我らは天業抑散のために戦。日本へ留学する非等青少年たちのため、マニラに訓練所が開設され、バルガス長官の三男も入所いたしました。これら元気はつらつたる若人は訪日の日を待ちわびながら熱心に訓練を受けております。En dépit de ce que montrent ces actualités, seulement une faible minorité de Philippins ont coopéré avec les Japonais. Plusieurs milliers se sont battus contre les Japonais, ont participé à la guérilla qui, pour les Philippins, est devenue l'activité qui leur a permis de définir leur identité nationale. Et depuis lors, les Philippins ont cherché à tout prix à s'identifier à ces éléments de résistance aux Japonais qu'ils considèrent comme l'élément déterminant de leur histoire. ビルマ訪日視察団U2団長以下25名は6月14日東條首相を官邸に訪問、来朝の挨拶を述べました。先のバーモ長官に続くこの視察団の来朝は新興ビルマの前途に多大の貢献をもたらすことでありましょう。6月10日、首相官邸において石炭増産に挺身した優良炭鉱および増産戦士の表彰式が行われました。岸商工大臣、小泉厚生大臣よりそれぞれ表彰状が授与せられ、石炭増産に邁進した戦士たちの労をねぎらったのであります。
Inspector, j'ai deux questions à vous poser. La première porte sur la Chine et la seconde sur les forces militaires japonaises. Alors sur la Chine d'abord, il en a été question ici de cette collaboration sino-japonaise. Quel est votre diagnostic sur la situation? Je dirais tout d'abord que les Américains harcelaient constamment Chiang Kai-shek pour faire davantage et pour remodeler son armée. En effet, ils ne comprenaient pas la situation que nous venons de voir dans les actualités, à savoir que les chefs de guerre de Chiang Kai-shek n'étaient pas du tout ses subordonnés, qu'ils pouvaient être très indépendants et rejoindre l'une ou l'autre armée, comme nous venons le voir dans les actualités, ce qui montre et explique une bonne partie de la conduite de Chiang Kai-shek qui était assez double, mais qui était nécessaire à sa survie. Oui, parce qu'il y a un autre aspect du problème qui n'est pas évoqué dans ces actualités, c'est le rôle des armées de Mao Tse-tung et de l'Union soviétique. Or, dans ses mémoires qu'il a écrits il y a très longtemps, Chiang Kai-shek explique que la situation en Chine a complètement changé à l'époque où nous sommes, depuis que Staline a dissous le Comintern, la Troisième Internationale, et que maintenant, Mao Tse-tung se sent tout à fait libre de faire ce qu'il veut, alors que jusque-là, il était tenu à une certaine réserve vis-à-vis de Chiang. Les soviets, à l'époque, aidaient Chiang Kai-shek, ce qu'on a souvent oublié. Maintenant, Mao Tse-tung est libre, et du coup, il attaque Chiang, et Chiang Kai-shek, plutôt que d'être face aux Japonais, ce qui ferait plaisir aux Américains, et s'occupe des communistes. D'où un conflit très complexe, auquel, je crois, pendant longtemps, les Américains n'ont pas compris grand-chose. Alors ça, c'est mon premier point, que j'ai complété côté communiste. Et le deuxième que je veux vous poser, c'est concernant les Japonais eux-mêmes. Vous savez qu'à cette date, un des amiraux de la flotte japonaise est tellement furieux contre les échecs militaires sur terre des troupes japonaises qu'il dit que s'il a une fille, plutôt la donner à un mendiant que de la donner à un officier de l'armée de terre. Alors ce conflit entre l'armée de terre et la marine, sur quoi il repose? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Je dirais tout d'abord que l'armée de terre japonaise et la marine étaient des institutions très différentes. La marine japonaise était toujours tournée vers une guerre éventuelle contre les Américains et les Britanniques, et ils ont modelé une bonne partie de leurs coutumes, de leurs institutions sur les Britanniques et sur les Américains. L'armée de terre japonaise, en revanche, se tournait vers les Allemands comme modèle. Ils étaient très préoccupés par l'éventualité d'une guerre contre la Russie sur le continent, donc ils étaient tournés vers une stratégie continentale. Au cours du conflit, l'armée de l'air et la marine japonaise n'ont jamais accepté ce que les Américains appelaient le principe d'unité de commandement. Ils ont signé des traités entre les deux armées, des accords entre l'armée de terre et la marine pour chaque campagne. Et à mesure que le conflit avançait, ce désaccord a augmenté entre les deux armées, pour atteindre un point où, à la fin de la guerre, le responsable de l'académie navale a interdit à ses hommes de répondre à tout courrier qu'ils pouvaient recevoir d'amis qui étaient à l'académie militaire. Ils n'avaient même pas le droit d'envoyer des lettres aux hommes qui étaient à l'académie navale. Donc la situation, les rapports entre les deux étaient extrêmement tendus. Mais alors sur quoi reposaient les griefs de la marine? Les conflits au cours de la guerre allaient de la grande stratégie jusqu'au niveau de choses tout à fait triviales, telles que par exemple le fait que les bâtiments de l'armée de terre n'avaient pas le droit de transporter des marchandises pour la marine, même si ceux-ci faisaient le retour à moitié vide. La marine avait ses bâtiments cargo et de même pour l'armée de terre. Au niveau de la stratégie globale, la marine n'a jamais pu convaincre l'armée de terre à détourner son attention du risque d'un conflit avec la Russie et sa préoccupation avec le continent asiatique pour prêter main forte à la défense des avant-postes du Pacifique. Si bien que pendant toute la guerre, l'armée de terre a progressivement envoyé de plus en plus d'hommes vers les fronts du Pacifique, mais toujours par l'eau et toujours trop tard. Eh bien, on va voir maintenant les actualités américaines.
North Africa, one continent purged of the Nazis, and now the parade of triumph. American General Eisenhower and French General Giraud take the salute of the victorious Allies. French colonials who stormed German positions in the north. Now they're ready with the other Allies to move again against the Hun. Many of these fled to Africa when Hitler closed in on their beloved France. Scottish Highlanders piped the way for fighters of the British First Army and the British 8th, Montgomery's men. Indian Punjabs and French Senegalese who have become top-rank mechanized fighters. British Wasps, French tank battalions, and mechanized artillery. Crack American troops, all part of the winning team. And the balance of North African war power, the air power of the United Nations. When the Hun started to run, he left big guns behind. At Bizerte, at Tunis, and all along the line, Nazi guns by the hundreds. Guns and trucks, including Fords, abandoned in the headlong fight of the Superman. Motorcycles by the score in perfect running condition. An oddity, a motorcycle tank. And Panzer troop lorries by the hundreds. Cape Bon, the African finger pointing at the toe of Italy, an Axis prison camp. Cape Bon was to have been the Nazi Dunkirk, but this Dunkirk did not come off. Their general smiles. The war is over for him, and over for other Nazis, too. At sea, British destroyers stopped the Dunkirk almost before it started. By day and by night, the British Navy rounds up Axis troops trying to escape. Most of the fleeing troops threw up their arms and surrendered. But if there is resistance, so the African drama ends for these. They'll land in Africa again, but this time as prisoners of war. Here on the blue Mediterranean, Dunkirk is avenged. Toronto, Canada. A local girl who made good returns to aid a war relief fund drive. A $15,000 bungalow named in honor of Miss Pickford is auctioned off at $1 a chance. The $15,000 going to 3 Toronto war chests. Inside, the former film star autographs one of the shares. Miss Pickford, who celebrated her 50th birthday in April, makes up before going out to speak to her hometown people. Someone among them will be the lucky owner, along with an autographed front door by Mary Pickford herself. Lieutenant General Ben Lear, temporary chief of U.S. Army Ground Forces, sees military magic at Camp Davis, North Carolina. Here, the latest tricks in combat camouflage are tested, and the guns are quicker than the eye. At the slip of a cable, harmless-looking rooftops reveal deadly firepower. Now, 90mm anti-aircraft rifles. Minnesota Governor Harold Stassen, now a lieutenant commander in the Navy, begins advanced training at Fort Schuyler, New York. Stassen, at 31, was the country's youngest governor. He became a national political figure when, at the 1940 Republican National Convention, he nominated Wendell Willkie. Now, Stassen says goodbye to politics for the duration. Having stepped out of the governorship and entered into the service of the Navy, I, of course, will have no comment on political or economic subjects. But I believe I can properly re-emphasize the importance of every man and woman in America, backing up the men in the armed forces until the stars and stripes and the flags of all the United Nations wave victoriously in Tokyo and Berlin.
Kiska, a Japanese abscess on the Aleutian finger, is now receiving American aerial surgery from Amjitka and Attu. At their bases, American bombers and long-range fighters are always ready in what the Navy calls the world's worst weather. American flyers have made more than 250 raids during the year the Japs have occupied Kiska. B-38 Lightnings wheel for home, where they land in hub-deep water. At a signal, more liberators and fortresses are on their way. Kiska is bombed and strafed 2 or 3 times every day if the birds can fly. And these Signal Corps films show Kiska straight ahead. The pilots and crew, guided by the navigator, carry the mail to Kiska with monotonous regularity. 10,000 Japs can hear them come and only wait as the bomb bays open. American wings, regaining the broad-bound Aleutians and clearing the skyway to Tokyo. Anchors away for the largest graduating class of middies in Annapolis history. With fixed bayonets and wearing drill dress instead of traditional full dress, the Regiment of Midshipmen marches in graduation review. Now, presentation of the colors by colors girl Marilyn Sandquist of Chicago, escorted by Academy Superintendent Admiral Beardall. Naval Academy graduation exercises. This year, company captains take the diplomas of their men. Then the 766 middies, now ensigns, celebrate as have 98 classes before them. They did 4 years' work in 3, and girlfriends and mothers offer congratulations. And sailor, it's really worth graduating. They'll soon sail on global seas, but first for some, it's anchors away on the sea of matrimony. Algiers. General de Gaulle arrives for history-making conferences with General Giraud. They become co-rulers, trustees until liberated Frenchmen can restore the Republic. L'arrivée de Gaulle à Alger crée un conflit immédiat avec Giraud, car ce sont 2 hommes qui ont des objectifs tout à fait différents. Giraud veut faire la guerre, rien que la guerre, ignorer tout le reste, et son rêve, au fond, c'est de monter sur un cheval blanc pour entrer dans Metz, à la tête des troupes françaises et, si possible, comme chef des armées alliées. Alors que de Gaulle, lui, il veut restaurer la République et mettre fin au régime plus ou moins fascisant de Vichy en Afrique du Nord. Les 2 objectifs sont incompatibles. Et de Gaulle réussit au moins à faire libérer les gaullistes et tous ces Espagnols qui avaient été enfermés par le régime de Vichy en Afrique du Nord. Pour les Américains, naturellement, la préférence va à Giraud parce que c'est un homme simple qui veut faire la guerre et qui ne fait pas de politique. Mais ça va amener des conflits très violents, comme nous le savons, entre les Anglais, les Américains, de Gaulle et les Russes. Last January, when they met at Casablanca, they were scarcely more than civil to each other. De Gaulle had led Free France for 3 years. Giraud won American backing in Africa. Now, all is harmony. With a cabinet of 12, de Gaulle and Giraud are co-presidents of the French National Committee of Liberation. France is reborn. United France salutes the Allied Supreme Commander. General Eisenhower did much to unite the French factions, and today he receives the Grand Cross of the Legion of Honor. General Giraud gives his own beribboned medal to the hero of Tunisia.
Somewhere in French North Africa, a new phase of the global war, rehabilitation. These are Spaniards. They are part of the more than 600,000 civilians here who must be cared for by the American Rehabilitation Program headed by former Governor Lieven of New York. Most of these Spaniards fled across the Pyrenees into France after Franco overran Spain. They were later sent to North Africa by Vichy as internees. Now freed by the Allied victory in Tunisia, they are refugees. The final history of the world in flames will show that these Spaniards were the first victims of the war. Now they are the first civilian refugees to receive American aid. Today's job is to win the war. Caring for refugees like these will be a major Allied problem in keeping the peace to come. Canada takes her own action on the coal front. Men in uniform who were formerly miners are given coal furloughs of 3 months to voluntarily return to the coal mines. The U.S. coal crisis created a shortage in Canada, who normally imported 20 million tons annually. Now it's all out on the production front for this soldier who's come back to the mines. At Canada's famous undersea mine, which extends under the Atlantic Ocean for a distance of 5 miles, production is stepped up. And now more than 12 million tons of coal are dug from the largest underwater mine in the world. Every pound of coal produced in Canada today by these men is used for a gigantic war program. These soldier miners know freedom's fires must be fed our coal. Coal to be shipped overseas or inland to the great factories where large amounts of it become coke to heat the steel furnaces. Coal as coke indirectly husbands the living fiber of war, steel. Coal is the beginning. Bombs and shells and tanks, so vital at the front, are the end. Canada is winning her coal war. And exclusive pictures of America's new mystery fighter in mass production, the P-47 Thunderbolt. Designed by Alexander Kartveli for Republic Aviation, this fighter needs a 4-blade prop to absorb the awful power of its motor. Each P-47 is fitted with 8 1/2-inch high-cyclic machine guns. Thousands of rounds of ammunition are stored in the wings to feed the 8 guns. Now, ground firing tests. For the fight test, the chief test pilot, Joe Parker, climbs aboard, fits his oxygen mask. He's going upstairs in a hurry. Here he comes. And there he goes, almost straight up. Here comes number 2, folding his wheels before he's off the ground. How fast is this weapon that flies? How strong is it? The Axis would like to know. But the P-47 Thunderbolt would rather fight than talk, would rather prove it than brag about it. Look out, Axis! Here comes the Thunderbolt. Ronald Spector, quelle réflexion suscitent chez vous ces dernières actualités américaines? Well, the P-47 is going to Le P-47 va s'avérer être encore plus important que ne le pensaient les annonceurs, car à mesure que l'offensive américaine contre l'Allemagne se développe et que les Américains subissent de lourdes pertes, il s'avère évident qu'ils auront besoin d'un bombardier escorteur à long rayon d'action pour protéger les P-47 en Allemagne, et cet appareil avec l'autre escorteur à long rayon d'action, le P-51, sont décisifs pour renverser la vapeur en faveur des Américains en 1944. Bien.
Alors ça, c'est l'aspect militaire des problèmes. Mais il y a un aspect plus politique, plus diplomatique aussi. Le commentaire américain est assez ironique sur les conflits entre De Gaulle et Giraud, qui sont présentés comme des petites querelles subalternes. Mais un Français se demande si les querelles qu'il y avait dans le commandement américain entre Nimitz, par exemple, et MacArthur, est-ce que c'était des querelles importantes? Elles avaient un sens patriotique? Il est bien évident que les querelles entre les généraux et les amiraux américains n'étaient pas à caractère politique, mais étaient souvent aussi amers que ceux entre De Gaulle et Giraud. Le principal conflit en 1943 était entre l'amiral King, le responsable des opérations navales, et le général MacArthur, et portait sur l'itinéraire, la stratégie à suivre contre le Japon. King était partisan d'une poussée au centre du Pacifique, comme cela avait été envisagé dans le plan américain, dans le plan orange des États-Unis, c'est-à-dire d'avancer au travers les îles Marshall, Marianne et Caroline vers le Japon. MacArthur poursuivait déjà la guerre dans le sud-est du Pacifique. Il proposait d'avancer par le sud-ouest du Pacifique vers les Philippines et soulignait en effet la nécessité de reprendre les Philippines. Cette querelle qui démarre au milieu de 1943 aboutit au milieu de l'année 1944 avec conversion des deux poussées vers les Philippines, mais à ce moment-là, les deux forces américaines, celle placée sous l'amiral Nimitz et l'armée de terre sous MacArthur, sont placées sous commandement séparé. Et pourquoi sous commandement séparé? Parce que l'armée de terre et la marine ne pouvaient jamais se mettre d'accord sur un seul commandant pour le Pacifique. La marine n'était jamais d'accord pour placer ces gros navires et ces gros porte-avions sous l'autorité du général MacArthur. Et le général MacArthur, quant à lui, était trop important aux yeux des Américains pour être subordonné à un amiral. Il y avait donc un commandement égal. Et les rapports des Américains avec les Australiens, ils étaient bons? Les Américains insistaient pour être placés au-dessus des Australiens pendant la guerre contre le Japon et même pendant les 2 premières années de la guerre. Les Australiens ont fourni une bonne partie des forces de l'armée de terre qui combattaient les Japonais. On a bien vu que les Américains n'ont jamais donné aux Australiens un droit au chapitre pour les grandes orientations. Au niveau du combat, là, les Australiens ont joué un rôle important. Cela dit, les Américains ont toujours défini la grande stratégie sans en référer aux Australiens, qui étaient extrêmement gênants pour eux. Et ulcérés, j'imagine, de cette situation. Merci Ronald Spector. Vraiment, vous connaissez tous les détails de la guerre du Pacifique. La semaine prochaine, nous serons plutôt sur un autre secteur de la guerre et nous verrons des actualités soviétiques et américaines.